Dans le quotidien de leur métier, des artisans et des artisanes de la terre et des goûts expérimentent pour continuer à nous nourrir durablement. Leur positionnement interroge l'avenir des métiers de bouche d'un point de vue économique, sociétal, culturel et environnemental. Le temps d'un entretien de 30 minutes, entendons leur voix et ouvrons nos représentations pour réfléchir à l'avenir de notre alimentation. Tribune d'artisans, prendre des bifurcations. Une émission présentée par Laetitia Chalandon sur Radio Anthropocène, en partenariat avec le média culinaire et engagé Mâchon Palémo. Et aujourd'hui, le client n'est-il pas roi ? Comment la restauration va-t-elle se réinventer pour éviter la guillotine ? Nourrir l'esprit à travers l'expérience culinaire ou se nourrir tout court ? De l'auberge au bouillon, du bistrot aux grandes maisons, la restauration s'est révélée depuis la Révolution française sous de multiples facettes pour un large panel de besoins. S'approprier les codes de l'aristocratie, faire l'expérience d'une immersion gustative dans un lieu racontant une histoire, se libérer d'un souci de logistique, déguster un plat aimé que l'on ne sait pas cuisiner, vivre un temps de convivialité, de chaleur, de partage avec ses semblables. Mais aller au restaurant, c'est aussi faire face à nos propres contradictions. Une large carte pour choisir ce que l'on aime déjà, avec des ingrédients de qualité, mais pour pas cher. L'exigence d'un service disponible et aimable, mais peu valorisé. Seulement aujourd'hui, loin des besoins du client, la restauration est en pleine crise existentielle. Elle a majoritairement perdu son lien aux saisons, au local, aux paysans. Elle est directement impactée par la fragilité et l'obsolescence des modèles industrialisés et standardisés. Avec la baisse du pouvoir d'achat et donc de la fréquentation de ces établissements, l'inflation sur les matières premières, la difficulté à trouver du personnel et la remise en question de sa culture et de ses codes de conduite, elle est attaquée à plusieurs niveaux. Comment le restaurant trouvera-t-il sa place, son rôle à jouer, son essentialité dans les années à venir ? Dernier maillon entre la production et la consommation, peut-il être une réponse aux grands défis sociaux et environnementaux de demain ? Bonjour, Guillaume Grégoris. Bonjour Laetitia. Tu es le co-gérant du restaurant lyonnais Semo et ensemble, nous allons évoquer une piste d'avenir pour les restaurants. Bienvenue dans Merci. Tribune d'artisans. Ce qui est particulier avec les restaurants, c'est que cela concerne des gens qui ont leur propre cuisine, qui ont leur propre salle à manger et qui pourtant vont penser « Oh, ce serait amusant, agréable de sortir ». Je suis étonnée de constater que non seulement les anglophones, mais aussi les francophones ne font pas le lien avec les dérivés du mot restaurant, qui vient bien sûr du verbe se restaurer, c'est-à-dire prendre des forces, se rafraîchir. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, un restaurant est une sorte de consommé. C'est un bouillon restaurateur, spécialement fait pour restaurer l'appétit de quelqu'un. Les premiers restaurateurs se sont spécialisés dans ce qu'ils appelaient des plats restaurateurs, pour des gens qui étaient trop faibles pour manger un repas du soir substantiel. Donc, étonnamment, le premier restaurant est un endroit où l'on va parce qu'on n'arrive pas à manger. Nous venons d'entendre la voix de Rebecca Lispang, historienne et autrice de l'invention du restaurant à Paris au XVIIIe siècle, extrait d'une capsule France Culture, à la naissance du restaurant, une révolution dans l'assiette, publiée en 2020. Guillaume, est-ce que tu as une petite réaction à l'écoute de cette archive ? Effectivement, comme on vient de l'entendre, le terme de restauration a énormément évolué au cours de ces derniers siècles, dernières décennies encore. Il y a eu une accélération, si on parle là effectivement du terme de la restauration en se basant sur le XVIIe, XVIIIe siècle. Et puis après, il y a eu la révolution industrielle qui a changé aussi, qui a un gros impact sur les classes sociales, sur la gastronomie en tant que telle, avec Carême, avec des grands chefs comme ça qui sont arrivés par la suite et qui ont complètement changé les codes. Puis après, encore une fois, au XXe siècle, avec l'évolution du monde moderne, effectivement, le restaurant d'aujourd'hui n'a plus rien à voir et en fait, il a plusieurs facettes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir retrouver donc, un tout petit peu toutes les différentes formes de restauration à l'intérieur du même mot. Donc, effectivement, explorons ça. Est-ce que tu t'y retrouves dans cette idée de restaurer ?
Je sais pas à quel point. Pour moi, le restaurant, en tout cas tel que j'ai voulu développer ces mots, c'était je pense, partie d'une forme de militantisme. Tel que je vois la restauration évoluer là au fil en tout cas des dernières années, là où en tout cas j'ai une trentaine d'années, mais du coup tel que je l'observe, j'ai l'impression qu'il y a une forme de polarisation des formes de restauration. On va retrouver effectivement d'un côté les restaurants qui sont là, ou en tout cas les offres de restauration qui sont là pour nourrir les gens. Donc ça va passer en même temps par les boulangeries qui aujourd'hui ont une offre traiteur complètement dingue. Ça va passer aussi par les livraisons, les dark kitchens, tout ça. En gros, le but premier, ça va être de nourrir les gens. Donc là, il y a vraiment un aspect presque physiologique. Et puis après, il va y avoir donc ce qui était un petit peu moins le cas avant, d'un autre côté, les restaurants où il va y avoir une forme d'engagement ou de volonté d'expérience. Il y avait une espèce d'entre-deux qui est en train à mon sens, de s'amenuire. C'était la brasserie un petit peu classique qu'on pourrait retrouver peut-être jusqu'aux années 2000. Aujourd'hui, et aussi avec les progrès de l'industrialisation, on peut avoir des très très bons résultats, mais qui sortent d'usines. Et en fait, il y a une espèce aussi, je pense, de prise de conscience de la part des clients, de se dire, en fait, est-ce que j'ai réellement envie de payer 25 € mon confit de canard qui sort tout droit d'une boîte ? Et donc, aujourd'hui, je pense qu'ils font un petit peu plus le choix de payer peut-être 10 € de moins et de passer à la boulangerie et d'avoir quelque chose de tout à fait correct. Ou alors de se dire, je mets 10 € de plus, mais en revanche, je vais faire travailler un artisan et avoir une vraie expérience. Ces mots au restaurant est situé rue des Fantasques. C'est un nom à propos pour le départ d'une proposition plutôt engagée et gourmande qui est la tienne. C'est celle d'une bistronomie paysanne. Parce que quand je t'entends parler, j'entends qu'il y a la question du prix, mais il y a la question de où va mon argent, qu'est-ce que j'achète vraiment, et en même temps j'ai envie quand même de trouver quelque chose de savoureux, quelque chose de bon, de me faire plaisir. Peu importe quelles sont mes représentations de ce que c'est que se faire plaisir en mangeant, mais en tout cas il y a quand même cette idée-là qui est assez forte. Et pour toi, donc bistronomie paysanne, parce qu'avant ces mots, le nom du restaurant, il y a aussi Semado. Semado, c'est une activité maraîchère en permaculture dans les monts du Lyonnais pour alimenter la cuisine du restaurant. Et j'ai évoqué dans l'introduction de nombreux dysfonctionnements auxquels la restauration est confrontée. Et je me demande pourquoi, à quel enjeu tu as voulu répondre en cumulant agriculture et restauration, qui sont deux activités qui sont très exigeantes et très engageantes. L'idée était partie à la base, à partir de 2018-2019, d'une volonté justement en approchant de la trentaine de me dire tiens, est-ce que je suis en mesure de pouvoir me nourrir moi-même, de pouvoir cultiver ma propre nourriture, ce que je pense est particulièrement utile, ou en tout cas j'étais curieux de pouvoir dans ma vie explorer un petit peu ce terrain-là. Je me suis renseigné sur le fonctionnement de l'agriculture à l'heure actuelle. Le spectacle qui s'est ouvert devant moi était absolument atroce dans son fonctionnement, qu'il soit économique, qu'il soit social, des conditions de travail et de vie des agriculteurs, de la privatisation des semences, des politiques européennes, de l'utilisation des produits phytosanitaires, etc. etc. Et en fait, ce qui m'a le plus frustré et qui m'a guidé par rapport à ensuite développer un projet qui mêle justement agriculture et permaculture d'autant plus avec une offre de restauration, c'était de pouvoir un petit peu contrebalancer justement toutes ces expériences de nouveaux agriculteurs qui ne sont pas forcément issus du milieu traditionnel, soit de l'agriculture, soit du milieu traditionnel de l'agriculture, donc avec l'utilisation de produits phytosanitaires, avec l'utilisation d'avoir un travail beaucoup plus mécanisé, etc. Et en fait, c'était d'essayer de contrebalancer un petit peu ce qui malheureusement est en train et continue de se passer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont motivés pour se lancer dans une nouvelle forme d'agriculture, plus saine, qui soit plus en rapport avec justement les impératifs énergétiques et culturels aussi qui s'annoncent devant nous, et qui, au bout de quelques années, faute d'équilibre économique, sont obligés d'arrêter. Je trouvais ça absolument désastreux. Parce qu'on pourrait se dire s'il manque de personnes, il faut peut-être lancer des politiques publiques, etc. pour faire en sorte que ça aille mieux, ce qu'il faut de toute façon faire, je pense. Mais là, en plus, on a des gens.
C'est-à-dire que du coup, il y a une ressource humaine qui est réellement là et qui se confronte en fait à un marché économique qui est absolument terrible. Et en fait, à mon sens, l'agriculture au sens global, au même titre que l'éducation, au même titre que l'énergie, au même titre que beaucoup de choses, ne devrait pas, ou en grosse partie ne devrait pas dépendre de fluctuations économiques et en fait de marchés comme on pourrait le dire sur absolument tous les autres produits. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir créer un débouché. C'est ça. C'était en fait là, la partie exploitation agricole n'est pas vouée à faire des bénéfices. Elle est là pour servir le restaurant. C'est-à-dire que du coup, Semado, comme tu l'as dit, ne fait pas de marché. Il n'y a pas d'autres restaurants qui est approvisionné. C'est vraiment le champ pour le restaurant. Et donc, en amont, on définit les variétés qu'on va cultiver pour justement servir le restaurant. En mangeant à ta table, moi, j'ai vraiment été marquée par la créativité qui est liée à une logique d'écoute plutôt qu'à une logique de maîtrise. Ce que j'entends par là, c'est qu'avec la chef Marianne Griveau, le menu se compose en fonction du panier qui est ramené du champ. Et la richesse sensorielle du jardin, elle est vraiment ordonnée dans une danse qui est chavirante à chacune de mes visites. Et je suis essentiellement venue en hiver, lorsque tout était endormi. Et pourtant, on ressent vraiment cet univers du jardin qui arrive jusque dans l'assiette. Et du coup, je me demande comment ta proximité agricole, elle te permet de penser autrement ton métier de restaurateur. Comment les deux s'alimentent ? Alors déjà, ça me fait très très plaisir ce que tu me dis. Tant mieux, parce que c'est effectivement ce qu'on essaye de faire tous les jours avec Marianne. Et en fait, moi, j'avais vraiment le truc de me dire, on a pendant, je pense, trop longtemps essayé de mettre en place des systèmes d'approvisionnement qui devaient répondre à la volonté d'une personne, d'un chef ou d'une chef. Et moi, je trouve que le métier justement de cuisinier est beaucoup plus intéressant quand il faut qu'on fasse avec ce que la nature nous donne. C'est-à-dire que on est obligé de faire face à des privations, on est obligé de faire face à certaines variations de production. Et en fait, comment on répond à ça ? Comment on est en mesure de quand même se nourrir ? Comment on est en mesure de pouvoir conserver de la nourriture, etc., etc. Donc je trouve ça, à mon sens aussi, historiquement parlant, en fait, la créativité culinaire est venue aussi de manque. Je pense que l'être humain a commencé à manger certaines choses parce qu'en fait, il n'avait pas le choix. Je pense au premier être humain qui s'est dit qu'il allait manger une huître dans sa vie, d'ouvrir un caillou et trouver un truc tout gluant et puis de se dire on va le manger quand même. Ça peut paraître bête, mais je pense qu'effectivement, l'anthropologie alimentaire passe par là, tout comme les formes de fermentation, etc. Conserver sa nourriture, de les fumer, les saler, etc. passe par en fait une nécessité de traverser le temps, de faire voyager la nourriture, etc. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant comme ça. Mais du coup, ça va induire l'idée qu'il va falloir aussi convaincre le mangeur, le client, qui va venir au restaurant et trouver donc des produits essentiellement de saison. En ce moment, c'est l'hiver, donc il n'y a pas une profusion de légumes. On va être essentiellement sur du chou, des choses comme ça. Comment, si le client arrive avec ses a priori, comment tu vas réussir à l'emmener quand même dans une autre direction et peut-être ouvrir la palette ? Alors ça, je pense que c'est ce qu'il faut peut-être prendre du mieux de ce que va nous offrir le marketing à l'heure actuelle, c'est-à-dire de jouer aussi sur le décorum. Si tu viens au restaurant et tu es venu, mais je parle plus du client. Si on vient au restaurant, on voit tous les bocaux justement qui sont le fruit de notre travail des dernières saisons, justement sur la conservation de produits d'extrême fraîcheur, d'extrême localité. Justement, on a fait venir au restaurant pas mal de cerises quand c'était la saison, etc. Même chose pour d'autres fruits qu'on a décidé de conserver, après au sirop, en pickles, etc. Et je pense déjà, en arrivant dans le restaurant et en voyant tous ces bocaux, et je pense que moi, ma volonté, c'était un peu de faire écho, comme quand on rentre justement chez les grands-parents. On est, en tout cas pour, je pense, un paquet de monde, rentrer chez nos grands-parents et puis aller dans une pièce qu'on appelle un cellier et voir justement tous les pots de confiture, etc. Et pour moi, c'était un peu l'idée de faire écho à ça. Après, il y a effectivement le discours, c'est qu'une fois que les gens sont plongés dans, justement, je pense, une forme de nostalgie, de se dire, ok, effectivement, on peut conserver de la nourriture de saison en saison, ça me rappelle les abricots de ma grand-mère, etc. Après, il y a le discours. Alexis, qui est avec moi en salle, c'est un petit peu la mission qu'on s'est donnée, justement, d'expliquer aux gens de la nécessité de consommer des produits locaux. Et après, nous, c'est le défi, justement, par rapport à la cuisine, c'est-à-dire que ce dimanche dernier encore, on a fait un petit dessert dans lequel il y avait de la cerise.
qu'on avait gardé depuis l'été dernier, cerise des Monts du Lyonnais, donc ultra frais, ultra local, etc. Et donc ça faisait plaisir aux gens de manger un dessert avec de la cerise en plein hiver. En général, lorsqu'on tire le fil de la transformation, on se met à tisser tout un modèle cohérent. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes approvisionnements et surtout de ta logique du travail du produit carné notamment ? Approvisionnement, nous, on s'oblige à ce que tous les produits frais du restaurant viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, c'était ce qu'on s'était imposé à l'ouverture du restaurant. Aujourd'hui, au bout d'un peu plus de 2 ans, on se rend compte qu'au final, on pourrait réduire encore et dire qu'en fait, on travaille que des produits qui sont issus de moins de 150 km du restaurant. Parce qu'en fait, il y a toute une partie, par exemple, de l'Auvergne, du côté Cantal, tout ça. Donc, on utilise Puy-de-Dôme, on n'utilise absolument rien, enfin très rarement. Donc au final, on pourrait resserrer ça à 150 km. Donc moi, il y a une espèce de gros cahier des charges qui est aussi le fruit de recherche, de me poser la question de ce qui est cohérent par rapport aux impératifs, ne serait-ce que énergétiques, par rapport à ce qui va sans doute, et ce qui nous arrive déjà, mais ce qui va d'autant plus nous arriver dans les prochaines décennies. Et par rapport à la consommation de viande, effectivement, ça a été un petit peu le même regard, de me dire, bon bah ok, genre là, on est toutes et tous baignés dans une consommation carnée depuis qu'on est petit. La cantine scolaire n'y est pas pour rien. C'est-à-dire que du coup, d'avoir des protéines carnées absolument à tous les repas, et puis le vendredi d'avoir du poisson, et que du coup, c'est la seule variation qu'on a dans la semaine, je pense qu'on a été beaucoup à vivre un petit peu ce modèle-là et à apprendre à consommer effectivement de cette manière-là. Donc moi, j'arrive déjà face aux gens avec pas forcément d'a priori, à me dire qu'en fait, ils sont plus comme toi, comme moi, je pense, aussi victimes d'un système, d'une culture qui a fonctionné comme ça pendant des décennies. Et après, moi, ma question, c'était de dire, bon, ok, on n'est pas prêt à switcher, à devenir tous véganes, alors qu'en fait, ça serait une des solutions déjà pour réduire les émissions carbone. Mais en tout cas, on va essayer d'aller creuser quelques pistes pour évoluer dans ce sens-là. Et on a fait le choix au restaurant que quand on achète des animaux, on les achète entiers, pour en fait techniquement nous confronter à une grosse quantité de viande d'un coup, et en fait pouvoir travailler aussi toutes les parties de l'animal, ce qui nous demande du travail, ce qui nous demande d'organisation. Donc en fait, on fait ça ponctuellement, et donc de facto, on réduit aussi notre consommation de viande, et on va pouvoir justement, un petit peu dans la logique qu'on appellerait flexitarienne, c'est en fait un petit peu renverser la proportion de végétal et d'animal dans les assiettes. C'est-à-dire que la partie animale va être utilisée. On a un plat en ce moment qui est une simple purée de pommes de terre de notre jardin avec des petits toppings, du sarrasin soufflé, des pickles d'œufs de truite d'Isère, etc. Mais avec un jus d'agneau qui est juste là justement pour un petit peu soulever tout plat. Mais en fait, du coup, on a essayé via des assiettes comme ça, de renverser un petit peu la proportion carné-végé. Et de montrer aussi que même si là, par exemple, au restaurant, on a une grosse proportion de plats végétariens à la carte. Moi, j'ai jamais communiqué là-dessus auprès des gens. Je pense notamment aux gens qui nous disent qu'ils ont besoin de viande, qu'ils sont carnivores, etc. Et en fait, moi, j'avais un peu envie de prendre ces gens-là. C'est des gens que j'ai déjà rencontrés dans ma vie, hein, donc c'est pour ça que ça me touche particulièrement. Mais j'avais envie de prendre un petit peu ces gens à revers et de pouvoir, en fait, qui partent du restaurant en ayant mangé végétarien sans se rendre compte qu'ils avaient mangé végétarien, et en fait leur montrer qu'il n'y a absolument aucune frustration à diminuer la place du carnet ou alors à pas manger du tout. Et donc voilà, donc ça a été un petit peu le choix par rapport à la viande, par rapport aussi aux approvisionnements. Ouais. Et c'est un choix qui, en plus, va peut-être contribuer à amener des nouvelles représentations de ce que peut être une assiette au restaurant, où on sort complètement de la pièce de viande servie avec ses petits accompagnements. Là, à chaque fois, on va aller chercher dans le légume ce qui va pouvoir être proposé en termes de découverte et de sensations culinaires, de le travailler différemment et de l'associer à d'autres éléments. Et en fait, on va avoir une assiette qui, du coup, est assez belle, assez complexe, et va vraiment peut-être transformer notre rapport au plat. Est-ce qu'il y avait cette intention-là aussi ? Il y a cette intention-là, mais qui vient plus, je pense, du fait que je caractériserais plus la cuisine de ces mots comme étant une cuisine d'auteur, d'autrice. Là où, en fait, tu vas pouvoir de base faire une opposition entre deux grosses catégories dans l'offre de restauration, ceux qui font le choix, en fait, de suivre
une carte des recettes qui sont classiques, c'est-à-dire que du coup tu vas pouvoir identifier à l'intérieur, genre dans les quartiers ultra touristiques, dans les brasseries, etc. Où du coup, j'en parlais juste avant, le confit de canard, le tartare, le burger, etc. Donc des plats qui sont pleinement identifiés versus, en fait, et ça a été les remarques de clients au restaurant de manière positive, mais qui en fait voient la carte et en fait se rendent compte que c'est en fait la liste des ingrédients, il n'y a pas de nom, à nos recettes, ça varie, il y a tout ça. Donc je pense que c'est plus facile d'effectivement expérimenter et d'avoir une cuisine qui met en avant un petit peu plus le légume, dans le sens où en fait on se permet de faire la cuisine comme on le sent. Et en fait ça a été un petit peu notre idée avec Marianne depuis longtemps, ça a été en fait de se dire on cuisine ce qu'on a envie de cuisiner, on cuisine ce qu'on a envie de manger, et si nous ça nous donne envie, a priori ça va donner envie aux gens. Depuis l'autre jour, je réfléchissais beaucoup au curry que j'allais préparer pour Kuma. J'y pensais tellement que pendant plusieurs nuits, cela m'avait empêché de dormir. J'avais eu beau lui demander quel genre de curry il voulait, il se contentait de me répondre d'un ton brusque « Un curry, c'est un curry !» Et je n'étais pas plus avancée. Au début, j'avais pensé essayer de retrouver celui que Signorita lui préparait. Mais les souvenirs de Kuma étaient flous. Et puis, de toute façon, j'aurais beau faire tout mon possible pour imiter le curry de Signorita, dont il se régalait autrefois, le mien ne serait jamais meilleur. Alors, j'avais décidé de préparer un curry bien à moi. Après avoir hésité, j'avais opté pour un curry à la grenade. C'était de saison. En m'enfonçant dans la forêt, je trouvais encore des grenadiers chargés de fruits. Le curry à la grenade était une recette que je tenais d'un cuisinier iranien, employé au même restaurant turc que moi. Du fait de la profusion de grenades utilisées, c'est un plat à la belle couleur rubis et à la saveur aigre-douce qui agace délicieusement le palais. La première fois que j'en ai mangé, alors que je n'y avais jamais mis les pieds, j'ai eu l'impression de voir se déployer devant moi les vastes steppes iraniennes couleur sépia. Quand nous ouvririons notre restaurant avec mon amoureux, nous avions décidé que ce plat figurerait impérativement à la carte. Nous le ferions découvrir aux Japonais. C'était un curry réellement mémorable. C'est un extrait du livre Le restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa. Guillaume, qu'est-ce qui te rend heureux dans ton métier ? Ce qui me rend heureux dans mon métier, c'est de sentir les gens touchés, c'est de sentir ces mots justement, le nom du restaurant, et c'est un petit peu comme ça que je l'avais pensé, ça veut dire graine en espéranto. Et en fait, moi, je suis touché quand j'ai vraiment l'impression en fait, d'avoir réussi à semer une graine dans l'esprit ou dans le cœur des gens sur la nécessité de faire travailler les petits artisans, la nécessité de changer notre modèle agricole pour éviter de laisser des agriculteurs dans une détresse absolument innommable, de consommer peut-être plus local pour éviter justement de faire venir des produits de l'autre bout du monde en avion. Et c'est ce qui est important pour moi, c'est effectivement ça. C'est d'avoir l'impression qu'en plus d'un ventre plein, les gens repartent effectivement avec quelque chose en plus. Et ça, c'est hyper important pour moi. Tout à l'heure, on a évoqué quelques pistes de pourquoi on irait manger au restaurant. Est-ce que toi, tu as pu voir une habitude, une demande, un besoin se développer chez tes clients ou une attente particulière ? En ce moment, j'ai un peu l'impression que l'attente particulière, elle est financière. J'ai un peu l'impression que tout le monde tire un peu la langue. Tout le projet du restaurant, on a commencé à y réfléchir en 2019, on l'a particulièrement développé en 2020 pendant la pandémie, pendant le confinement. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas tous remis de cette période-là. Tout le monde a un peu l'impression que d'année en année, c'est lourd, c'est difficile. Tout le monde tire effectivement, comme je viens de dire, un petit peu la langue et qu'en fait, c'est compliqué. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une grosse partie dans les attentes des gens, c'est de pouvoir manger bon, mais surtout en fait pas cher. Mais ce qui en fait, là, il y a une espèce d'opposition, c'est-à-dire que nous, on essaye de faire notre possible pour en fait juste survivre, mais que en fait c'est sans doute pas suffisant, mais que d'un autre côté, en fait, il y a des frais qui sont là. Les salaires de mon équipe, les frais électriques qui ont augmenté, l'énergie qui a augmenté, etc. etc. Donc
Donc on essaye de faire notre possible, mais d'un autre côté, il y a une limite à ça. Donc je pense que c'est ça particulièrement. Après, j'ai l'impression qu'aussi il y a ça fait 10 ans que je suis dans le métier, et j'ai l'impression qu'il y a aussi une évolution un petit peu de la manière dont les gens perçoivent la restauration. Il y a des gens qui arrivent avec beaucoup d'humilité, qui se rendent compte effectivement du métier que c'est, que ce soit l'agriculture ou que ce soit la restauration en elle-même, qui du coup sont d'une compréhension absolument incroyable, avec beaucoup d'empathie. Et puis il y a ceux qui, je pense, baignaient d'épisodes d'émissions comme Top Chef, qui ont leur point positif en parlant de notre beau métier, mais qui, malgré tout, je pense, poussent à certaines personnes à se dire que en fait, le rapport à la gastronomie et à la restauration ne doit se faire un petit peu que dans le jugement, et en fait se disent qu'ils sont absolument juges de tout ça. Et en fait, c'est pas tous les métiers qu'on évalue autant que ce qu'on évaluerait un restaurant. Donc ce qui pour nous est c'est toujours un petit peu délicat, c'est qu'on est en même temps des artisans, on essaye de faire notre métier avec le cœur, mais que d'un autre côté on se retrouve face à un jury quasiment tous les soirs, donc ça met la pression, on essaye de faire les choses bien, mais je pense qu'en fait dans la restauration, je pense que dans l'alimentation au sens large, il y a quelque chose qui est intrinsèque, je pense qu'il y a quelque chose qui est profondément intime. Je pense que l'alimentation dans l'histoire humaine, ça a une place comme quasiment rien d'autre. Le partage de la nourriture, les moments où on se réunit justement pour pouvoir manger, l'approvisionnement de la nourriture, etc. C'est quelque chose qu'on peut retrouver au cours des plusieurs dizaines de milliers d'années. Et je pense qu'il y a quelque chose, si les gens justement, quand une expérience au restaurant se passe mal, et si ils en viennent justement à pouvoir piquer des colères ou j'en sais rien, mettre des avis, etc., ou qu'il y a quelque chose de profondément dur pour eux, je pense que ça vient toucher justement à l'intime. Le glissement et la métaphore est peut-être un petit peu maladroite, mais qu'effectivement, il faut rentrer quelque chose à l'intérieur de leur organisme, mais qu'en fait, il y a un petit peu de ça. Donc en fait, quand ils ont l'impression d'avoir été floués ou un petit peu trahis, ils ont l'impression d'avoir été empoisonnés, donc c'est un crime de lèse-majesté, et pour ça, il y a une réaction qui peut se retrouver assez violente. Quelle posture tu pourrais proposer peut-être aux mangeurs aujourd'hui? Dans quelle idée on pourrait aller au restaurant? Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'un restaurant? C'est variable. Je pense que encore le métier, on est effectivement peut-être dans une phase de transition, mais qu'on aura la réponse à ta question que dans quelques dizaines d'années, parce que je pense que on sort d'un vieux monde avec plein de réflexes. Je pense qu'on est les héritiers d'une manière de manger des années 50-60, post-seconde guerre mondiale, avec la révolution verte, etc. Du coup, avec un peu l'idée de la surconsommation des années 60-70, du coup, qu'on peut manger tout et n'importe quoi. Puis après les années 80-90, où du coup, on peut faire venir des choses de l'autre bout du monde, peu importe la facture. Tout ça sur fond de cuisine du 19e siècle, ultra bourgeoise, ultra carnée, très opulente, qui n'a rien à voir en fait avec ce que l'humain mange depuis des siècles et des millénaires, c'est-à-dire une base céréalière et plus légumineuse. Et donc on est les héritiers de tout ça, et puis on se confronte face à des impératifs qu'aujourd'hui on n'est pas beaucoup, peut-être pas assez à se rendre compte face aux défis qui s'annoncent devant nous demain. Donc je pense qu'on va continuer un petit peu à tâtonner et voir ce que ça donne. Mais définitivement, le métier de la restauration a été ce qu'il a été, il est ce qu'il est aujourd'hui, et sera quelque chose d'autre demain, forcément. Et en même temps, c'est aussi dans son ADN de toujours évoluer, s'efforcer d'être au service d'eux. Ça fait partie, avec la cuisine au beurre peut-être, mais ça fait partie de sa raison d'être aussi. Et si je prends un petit peu ce que tu peux proposer au restaurant, c'est-à-dire de prendre le temps de raconter l'histoire de ton plat et de ses ingrédients, de prendre le temps d'apprendre en fait, simplement d'apporter des connaissances, parce que quand tu apportes le plat, tu n'apportes pas seulement l'assiette. Il y a aussi toute cette histoire qui est racontée derrière et qui nous permet de nous projeter dans le travail qui a été exécuté, de comprendre qu'on est en train de déguster une signature, une sensibilité aussi de toute une équipe, et donc du coup de valeur. Est-ce que elle n'est pas là la clé pour
l'avenir du restaurant ? Je sais pas si c'est une clé. Moi, j'essaye de développer ça parce que je vois vraiment mon métier comme de l'artisanat, comme une forme de luxe aussi, de pouvoir manger du local, de saison, du transformé, où du coup, il y a eu de l'humain derrière qui a passé du temps à réfléchir à comment pouvoir vous donner cette nourriture-là à ce moment-là. Et en fait, moi, si j'essaye de parler autant des plats et du travail qu'il y a derrière, c'est un petit peu à la manière dont on va parler justement d'un beau sac ou d'une belle pièce de joaillerie, c'est-à-dire que c'est pas juste un caillou, c'est pas juste un morceau de cuir, mais du coup il y a une histoire, il y a des gens qui ont travaillé derrière, etc. Et j'ai un petit peu ça en tête derrière chaque plat, de pouvoir montrer aux gens que c'est pas juste se nourrir en venant à ces mots, c'est aussi pouvoir vivre une expérience, découvrir quelque chose, être sensibilisé à plein de causes et voilà. Et je rajouterais quand même dans un univers qui est très gourmand. Parce que... Ouais, c'est important et ça a été un petit peu le défi aussi par rapport à la carte, tout en faisant du saison et de l'ultra local. Ça a été aussi de pouvoir montrer que on pouvait complètement satisfaire. En fait, la nourriture aussi végétarienne ou même végane peut être extrêmement gourmande. Encore une fois, sans forcément mettre d'étiquette dessus. Et en fait, en parler a posteriori une fois que les gens en mangeaient en leur disant c'était bon, c'était vegan. Donc voilà, c'est un petit peu le défi. On arrive au terme de cet échange. Merci beaucoup, Guillaume. Avec grand plaisir. D'avoir partagé ta passion et ton regard sur la restauration. Donc, vous pourrez retrouver l'adresse de ces mots, rue des Fantasques, dans les pentes du 1er arrondissement de Lyon. Nous nous retrouvons dans 6 semaines pour une prochaine tribune d'artisans. Je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit et à bientôt. À bientôt. Tribune d'artisans, prendre des bifurcations. Une émission présentée par Laetitia Chalandon sur Radio Anthropocène, en partenariat avec le média culinaire et engagé Mâchons pas les mots.